Bonjour à tous, c'est Twig, votre youtubeuse de l'extrême préférée qui oublie son matos à 600 km de là où elle se trouve, qui déjà de base n'a pas un matos exceptionnel, qui n'a ni trépied et qui est obligée de mettre son téléphone sur une pile de livres, mais c'est pas grave parce que c'est l'intention qui compte. J'espère que vous allez bien. Comme promis, on se fait une petite vidéo Alliance Magique. Alors on est sur un vlog qui n'est pas vraiment un vlog parce qu'en fait on va surtout partir à la rencontre de différents employés du coup qui travaillent chez Alliance Magique. On travaille dans un open space, on a également une très belle cafétéria avec plein de petits jeux. On a aussi un petit parc à l'extérieur où on peut aller manger et prendre nos pauses. C'est une ambiance vraiment tranquille, de travail calme. Travailler dans un open space c'est parfois un peu compliqué parce qu'il y a plein de gens autour de nous, il faut s'habituer aussi. Après pour par exemple la relecture on a une pièce de silence. Je vais un petit peu vous expliquer ce que je fais, donc j'ai un peu vlogué. Pour cette première partie du vlog du coup je vais vous emmener à travers différentes activités que j'ai fait. Et du coup on est parti. Première chose à faire c'est préparer le poste du jour. Je vais vous montrer comment je m'organise. En gros, j'ai créé un drive. Voilà, magnifique. Regardez comme c'est beau. Avec tous les posts qu'on fait chaque jour et les choses qui sont prévues. On a la date pour laquelle c'est prévu, le type de post, une petite description de ce que c'est contenu, le réseau social, parce qu'en fait le but ça va être de s'étendre sur d'autres réseaux. Le type, donc la post, story, réel, tout ça, et l'état des choses. Donc là vous voyez que je suis un peu à la bourre, ça c'est les commentaires, si j'ai un souci je le note, et puis voilà, là c'est les autres mois. Exemple mai, aujourd'hui on va d'abord faire ceci, donc la photo du livre au jardin des 4 qui sort ce jeudi. Mais la première chose, ça va être de sortir le post qui est prévu aujourd'hui. Donc celui-là, c'est un post auteur sur Gail. Donc Gail, c'est l'autrice de Plantes enchantées. Donc il va falloir que je sorte tout en format JPEG, donc format héritier pour le web. Il faut que je sorte tout et puis j'ai déjà préparé ma petite description qui est juste ici. Une fois que j'ai tout exporté correctement, j'ai plus qu'à tout envoyer sur mon téléphone et le post pour aujourd'hui est prêt. Donc ma journée se passe pas mal sur les réseaux aussi parce que je dois agir avec la communauté, donc je dois répondre aux messages, repartager les stories, liker les posts. Donc je passe une bonne partie de ma journée, donc en général je fais un point à 9 h, donc quand j'arrive je me connecte sur les réseaux. Je check les messages, je repartage des stories, je repartage des posts, je réponds aux commentaires, aux questions. Et puis tout au long de la journée, je me connecte de temps en temps pour voir quelles sont les nouveautés, quelles sont les news, s'il y a des choses à repartager, des messages auxquels il faut répondre. Donc ça prend une bonne partie du temps, c'est assez énergivore, mais ça fait partie de mes missions aussi. On se retrouve entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire 2 photos, donc une pour une mise en avant par thème et une pour la sortie du jardin des 4, ce beau monsieur que vous voyez ici. Et après on va faire une petite mise en avant des livres sur les dieux égyptiens. Bienvenue dans cette journée de télétravail. La mission du jour c'est faire des muffins, zéro blague. Ça fait partie de mon travail et je trouve ça incroyable. Je ne saurais pas faire ça correctement, je ne vois pas comment c'est possible. On coupera au montage, c'est pas grave. Je
suis ensuite partie à la rencontre des différentes personnes et notamment des différents collègues de mon label pour que vous puissiez comprendre en fait par où le livre passe quand on publie un livre, quelles sont les différentes étapes. Alliance Magique est divisée en plusieurs pôles. On a différents labels et a priori, pour le moment en tout cas, il y a des pôles pour chaque label. Donc on a un pôle Danae, c'est là où je travaille. Il y a un pôle Alliance Magique, un pôle Améthyste Édition et un pôle Arcana Sacra. Pour vous donner globalement l'idée de quel pôle correspond à quoi. Donc Alliance Magique, on a tout ce qui est magie, tradition, magie cérémonielle. On a aussi les 2 sous-labels qui sont Chronos Arenam pour tous les arts alternatifs et donc il y a Hermesia pour tout ce qui est ordre initiatique. Ensuite il y a donc Danae, c'est là où j'ai fait mon stage. Danae c'est tout ce qui touche au paganisme, au féminin sacré, à la sorcellerie verte, magie naturelle, ce type de thématique. On a du coup Améthyste, Améthyste là on est plus sur tout ce qui va être bien-être, lithothérapie aussi. Développement personnel et on a Arcana Sacra qui s'occupe de tout ce qui est art divinatoire, qui publie principalement des oracles et des tarots, mais vous retrouvez aussi des ouvrages sur les runes, sur l'astrologie, la numérologie par exemple. Du coup on va partir à la rencontre d'Aurélie qui est ma maître de stage et aussi la directrice de collection de chez Danae. On se trouve avec Aurélie qui est maintenant directrice de collection pour Danae, donc c'est le pôle où j'ai fait mon stage en communication. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rôle d'un directeur, directrice de collection? Et bien le rôle de directeur de collection en fait c'est de choisir les publications du label, que ça soit en adéquation avec le thème même du label. Donc chez Danae c'est tout ce qui est magie naturelle, magie verte, l'hellénisme, le féminin sacré, les divinités, voilà, la Wicca aussi. Donc sélectionner des manuscrits qui soient français ou étrangers, ça dépend en fait. Donc les lire, les faire éventuellement retravailler et puis voir lesquels peuvent correspondre à notre ligne éditoriale et à nos standards de qualité également. Et travailler avec les auteurs français au quotidien. Donc tu peux recevoir ou alors aller vers des personnes pour leur proposer des projets, ou alors signer des contrats avec d'autres maisons d'édition pour de la traduction éventuellement. C'est ça. Ce genre de choses. Voilà, en général on surveille les publications à l'étranger et quand on voit un livre qui peut être potentiellement intéressant, on en demande la lecture. Donc les éditeurs étrangers nous envoient le manuscrit et on décide si on le fait publier, enfin traduire et donc publier ou pas. Tu peux nous expliquer un peu le chemin que fait le livre à partir du moment où il arrive entre tes mains, que ce soit un manuscrit ou une traduction, du coup, enfin pas encore traduite, parce qu'il un potentiel. La traduction aussi qui est importante. Par où est-ce qu'il passe jusqu'au moment où il va être publié en fait? Alors déjà la première chose c'est donc la lecture par mois, donc il faut savoir que je ne me contente pas de lire le sommaire et 3 lignes. Je vais le lire dans l'ésotérisme, on est quand même obligé d'aller lire un petit peu plus en profondeur pour voir si ça correspond à nos valeurs. Une fois que le manuscrit est signé, donc s'il est étranger, il part en traduction, donc nous on a Claire dans notre service principalement, il n'y a pas que elle, parce qu'on a aussi des traducteurs externes. Une fois qu'il est traduit, il revient chez nous, moi je le relis en général. Et une fois que donc ça je l'ai relu, ça passe par 3 étapes on va dire. Donc il y a une première correction, ensuite il y a le maquettage. Donc la première correction ça se fait avec une des assistantes d'édition ou avec l'éditrice. Le maquettage c'est avec la graphiste maquettiste. Et après il y a une seconde correction en fait du manuscrit pour s'assurer qu'il reste le moins d'erreurs possible, parce qu'il en reste toujours un peu dans un livre malheureusement. Nous en général on vise qu'il n'y en ait pas, mais voilà malheureusement il y en a toujours des fois qui peuvent passer à la trappe. Et une fois que ça c'est fait, ça part en impression, enfin on recheck tout le truc ensemble, tous ensemble, ça part en impression, suite à ça on reçoit un BAT, donc le bon à tirer, on recheck le BAT pour être sûr que les marges soient respectées, que le livre soit pas mal coupé ou autre, et après donc ça part en impression, et quelques semaines après, ou mois, ça dépend, ça revient chez nous une fois imprimé, et puis voilà, après il part pour la vente. Tout simplement. Ok, super. Et c'est là que moi, du coup, j'interviens en tant que. Voilà, ton rôle c'est. Et des fois, tu peux même intervenir un peu avant pour teaser un petit peu, pour voilà, répondre aussi des fois aux questions des gens qui veulent savoir si on va publier tel ou tel livre. Des fois, on peut le dire, des fois, on peut pas. C'est quand même long en fait. Une traduction, ça se fait pas en une semaine concrètement. Donc, une traduction, c'est 2-3 mois de travail sur un titre en moyenne. Des fois un peu moins, des fois plus, ça dépend du nombre de pages. Après, c'est un peu pareil avec un manuscrit français, parce que là, on a parlé donc d'une traduction. Mais un manuscrit français, concrètement, il va passer par les mêmes étapes. S'il est complet, souvent je vais le refaire travailler ou je vais le faire réarranger parce qu'il n'y a jamais un manuscrit parfait. Donc on va travailler avec l'auteur. Si c'est un projet d'écriture, je vais suivre l'auteur sur les différents mois de l'écriture. Là, je vais donner l'exemple, on a travaillé avec Niena sur son manuscrit donc, qui sortira en fin d'année, un livre sur Estia. On a travaillé ensemble pendant 9 mois. Le rythme, après, ça dépend de chaque auteur. Il y a des auteurs avec qui j'ai des rendez-vous
tous les 15 jours, tous les mois, et d'autres avec qui c'est tous les 3 mois, ou d'autres carrément qui sont très autonomes, par exemple Iriadel, qui a écrit Aphrodite et qui nous a écrit un autre livre pour l'année prochaine sur Athéna. Elle a travaillé en parfaite autonomie et j'ai reçu son manuscrit qu'à la fin, parce qu'elle est vraiment habituée au process. Ça dépend en fait, je m'adapte à chaque auteur. Tous les auteurs n'ont pas les mêmes besoins. C'est ça. J'avais une petite question, la couverture, ça se fait à quel moment ? Alors, ça se fait quand même assez en avance, des fois avant même que le manuscrit soit traduit ou terminé de traduire, voire même des fois avant qu'il soit fini d'être écrit. En fait, à partir du moment où j'ai décidé de le mettre dans le programme, donc le programme c'est pareil, il est choisi en fonction de plein d'éléments, hein, la saisonnalité. Après voilà, on travaille avec notre pôle commercial qui eux est chargé, enfin ce pôle-là est chargé de le présenter à nos diffuseurs et aux libraires hein, concrètement. Donc en moyenne, là par exemple, donc on est au mois de mai et on est en train de faire les couvertures du mois d'octobre, novembre, décembre. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter, des points que j'ai pas abordés auxquels tu penses? La com est très importante. En fait, chez Danae, moi ce que j'aime, c'est qu'on a une communauté et que pour moi, tous les gens qui sont abonnés à nos réseaux sociaux font partie de cette communauté. Pour moi, c'est pas des clients. Oui, l'ésotérisme est communautaire. C'est ça, c'est communautaire. Moi, quand je parle avec des abonnés au compte Instagram ou même des abonnés à mon propre compte, je les considère pas comme des clients potentiels de Danae, mais vraiment comme des gens qui ont la même passion que moi, parce que je suis une passionnée de base. Je suis pas, voilà, je suis dans l'ésotérisme de base, je suis pas juste là pour signer des titres. Donc voilà, moi je considère vraiment qu'on est une communauté. J'adore recevoir des suggestions de la part des abonnés. Il y en a des fois qui m'envoient des titres en anglais qu'ils ont lus, qu'ils ont adoré. Faut pas hésiter, tu vois, c'est un échange. On peut pas être sur tous les fronts, on peut pas être partout, donc voilà. Et puis on apprend les uns des autres, et c'est vrai que même quelqu'un qui va relever une coquille dans un livre, c'est toujours positif. Merci beaucoup pour ton temps. Et merci pour ces 3 mois de communication intense. Avec plaisir. Donc vous l'avez vu, le livre passe par différents stades. On va donc aller à la rencontre de Claire, qui est maintenant la traductrice attitrée de chez Danae. Donc du coup, nous sommes avec Claire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste la traduction d'un livre? Je traduis donc des ouvrages. Aujourd'hui, je suis rattachée à la collection Danae, au label Danae. Avant ça, j'étais pas rattachée, donc j'avais fait un petit peu les autres collections aussi. Et donc, une traduction type, ça va être vraiment, je traduis toute la journée. Donc j'ai évidemment le texte en anglais et ma traduction sur le même écran. Je lis en fait au fur et à mesure et je traduis au fur et à mesure. Dans certains domaines de traduction, on va plutôt lire tout le document, si c'est un document court, et ensuite traduire pour avoir vraiment tout. Mais là, quand c'est un livre de 200 pages, tu peux pas vraiment faire ça. Enfin, tu vas pas plus sur du paragraphe ou ouais, voilà, plus sur un paragraphe, tac, comme ça. Alors après, évidemment, quand tu relis derrière ta traduction, normalement, la règle, c'est que tu relis systématiquement ta traduction avant de la rendre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et donc, je vais avoir les correctrices qui vont me mettre des commentaires en me disant, par exemple, est-ce que tu peux reformuler cette phrase? Ça, c'est donc une première correction. C'est ça, voilà. Cette phrase n'est pas forcément très claire, est-ce que tu peux la reformuler? Ou est-ce que tu n'aurais pas un synonyme pour éviter une répétition? Et moi, après, quand je relis, je peux aussi, évidemment, mettre des commentaires. Pas corriger directement, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un suivi, évidemment, des corrections, mais vraiment mettre un commentaire en disant, finalement, là, je suis pas trop convaincue par ma traduction, je mettrais plutôt ça. Et après, sinon, alors évidemment, il y a la traduction, mais il y a aussi toute la phase de recherche. Surtout sur des domaines spécialisés comme ça. Spécifique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Moi, je ne suis pas du tout dans l'ésotérisme au départ, c'est-à-dire que c'est vraiment un hasard. Alors évidemment, je suis ouverte à ça parce que sinon, je ne serais pas venue à Chance Magique. Mais je ne suis pas praticienne, voilà, ça m'intéresse, mais je ne pratique pas. Et donc forcément, au début, quand je suis arrivée, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas et c'est vraiment très spécifique. Pour les termes déjà, parce que même si tu parles très bien anglais, t'as pas tous les termes de la sorcellerie, quoi. C'est quand même des termes très spécifiques. Est-ce que tu as le droit de corriger sur le fond, étant donné que le livre il est déjà publié en fait? Alors disons que déjà pour que je corrige, il faudrait vraiment faut que je vois en fait vraiment qu'il y a une erreur. Donc malheureusement on peut pas tout vérifier non plus. Après il y a aussi la confiance qu'on accorde à l'auteur. C'est-à-dire que les auteurs pour le coup sont des gens qui sont spécialisés vraiment dans ce domaine-là. C'est pas c'est pas des gens qui se disent je vais écrire un bouquin en lien avec, dans un domaine ésotérique alors que je suis pas du tout dans l'ésotérisme. Non, ce sont des spécialistes. Donc déjà on accorde une confiance effectivement à l'auteur, on va pas tout vérifier. Après il peut arriver qu'il y ait une coquille où je me dise ça c'est étrange, il y a un truc
il y a un truc qui me paraît bizarre. Donc là, je vais essayer de vérifier. Et effectivement, il m'est arrivé parfois de corriger, en sachant que dans ce cas-là, je vais toujours demander à la directrice de collection qui, elle, est dans le domaine de l'ésotérisme et pratique. Et du coup, ici, tu as fait principalement que de la traduction anglaise. J'imagine qu'il n'y a pas... Oui, c'est ça. Alors, traduction de l'anglais vers le français, parce qu'on traduit toujours vers sa langue maternelle. Ça, c'est vraiment normalement la règle en traduction. Je ne savais pas. C'est pas toujours le cas en réalité, c'est pas toujours appliqué, mais normalement, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris en tout cas, normalement, tu traduis toujours vers ta langue maternelle parce que c'est plus fluide. Pour le moment, on n'a que des ouvrages en anglais. Il n'y a jamais eu d'ouvrage espagnol. Il n'y a pas eu d'autres langues, alors j'ai glissé quand même la petite suggestion. Je peux traduire de l'espagnol si ça vous dit. Après, il faut effectivement que toute la chaîne puisse. C'est-à-dire que c'est pas juste moi, je vais traduire de l'espagnol vers le français, mais la directrice de collection, il faut qu'elle puisse, quand elle lit le livre un petit peu en diagonale, comprendre quand même un peu de quoi ça parle. Il faut aussi que les correctrices derrière, parce que les correctrices, quand elles relisent, en général, elles vont quand même sortir la VO à côté. Oui, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et bah merci à toi. Retourner travailler. Oui. C'était super intéressant. Après la traduction, donc, on se retrouve avec un premier écrit, ou alors après avoir reçu le premier manuscrit de l'auteur. Il va passer par plusieurs phases de correction, et pour vous en parler, j'ai interviewé Maëlle, qui va un petit peu vous raconter comment ça se passe. Je disais donc, avant que mon téléphone tombe, que nous étions avec Maëlle, qui est stagiaire en tant qu'assistante d'édition. C'est juste? Oui, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, quels sont tes rôles? En fait, assistante éditoriale, du coup, il y a vraiment un peu tout qui va dedans, tout ce qui suit avec le suivi d'un livre. Donc, en premier lieu, on va avoir tout ce qui est la correction, donc vérifier que les mots ils sont bien écrits logiquement, que les phrases elles ont un sens, que elles sont bien tournées, que les idées qui suivent ont un sens aussi, voilà, que c'est cohérent. Vérifier que, comme on est dans le monde de l'ésotérisme, il y a beaucoup de choses sur les dieux, etc. Vérifier que les orthographes des dieux sont bien écrites, que tel dieu correspond bien à ça, ou en tout cas les choses particulières liées à l'ésotérisme. Et du coup, je peux faire aussi de la maquette. Et du coup, la maquette, ça va être tout ce qui est la mise en page d'un livre. Donc du coup, comment on agence telle page, quelle police de caractère on va mettre, comment on veut que ce soit écrit, quelles images, quelles illustrations et tout ça. En général, on a la première relecture et en parallèle, ou en tout cas après, il y a la maquette qui va commencer à être faite pour que en deuxième relecture, du coup deuxième correction, on puisse corriger sur la maquette. Donc qu'on voit s'il y a aussi des erreurs de maquette, parce que c'est très important. Des fois, il y a des titres qui sont pas bien écrits, ou des parties qui ne vont pas, etc. Et ça, malheureusement, on le voit que un peu pendant la correction, du coup on va faire attention à ça aussi. Et une fois en fait que les deux corrections ont été faites et que la maquette a été faite, donc du coup tout ça ensemble, on va... En fait il y a un check qui se fait à la fin avant qu'on envoie nos documents à l'imprimeur. On va envoyer en gros... il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui vont regarder, qui vont dire en gros... Personne va relire en fait, mais juste on va regarder en gros si tout va bien, si c'est cohérent, si toutes les pages se suivent bien, s'il n'y a pas de problème. Du coup oui, c'est surtout par rapport à la maquette ça, mais du coup il y a tellement de vérifications, mine de rien, qui sont faites. Au final la maquette elle est vérifiée un peu de façon forcée au passage. Est-ce que tu as remarqué une grosse différence de quand c'est une traduction ou de quand c'est un manuscrit français au niveau de la correction? Au niveau de la correction, déjà, moi, je me permets plus de choses quand c'est un manuscrit français. Parce que je me dis, on va pouvoir communiquer avec l'auteur, on va pouvoir lui demander vraiment son avis, ou qu'est-ce qu'il a voulu dire là-dessus. Ou vraiment, je vais vraiment me dire, on peut se permettre de modifier ce qui est écrit. Parce qu'on va avoir quelqu'un qui va dire, oui, je veux bien que vous modifiez, ou non, je veux pas que vous modifiez. Et c'est ça qui est un peu frustrant en vrai avec les versions originales. C'est que du coup, des fois on modifie un peu la tournure des phrases, mais tu peux pas te dire ah cette phrase là elle me plaît pas, donc on va l'enlever. Parce que tu te dis il faut que ça respecte quand même la VO. Parce que le livre est déjà existant. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu, je trouve ça un peu embêtant de se dire cette phrase là je la dégage, ou cette phrase là je vais la dire autrement. Et des fois, par exemple, tu vas lire une phrase et tu sais pas ce que ça veut dire. Et tu regardes la VO, et dans la VO non plus tu comprends pas ce que ça veut dire. Et du coup tu te dis ok, on demande à qui, et c'est à ça aussi que ça sert de demander. Enfin, en fait on fait toujours un retour au traducteur
en lui demandant, enfin si on a des questions et tout, des fois il y a des formulations traduites qui sont pas bonnes ou qui nous plaisent pas non plus, et donc en général on est là, à votre avis, qu'est-ce que l'auteur il a voulu dire? Et en général, comme ils sont assez spécialisés, qu'ils s'y connaissent bien, ils arrivent plus ou moins à t'expliquer. Mais du coup, des fois, on arrive quand même avec des phrases où tu te dis, bah celle-là, elle est bof, mais on peut pas y faire grand-chose. Tu peux pas l'enlever parce que dans la VO, elle est là, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu perturbant. Bah merci, du coup, pour merci à toutes ces informations. Voilà. Donc, comme vous l'a dit Maëlle, le livre passe d'abord par une première phase de correction. En général, on fait la maquette. Et pour ça, on va aller un petit peu voir ce que fait Emma. Dans un tout premier temps, Emma va d'abord réaliser la couverture, comme nous l'avons vu avec Aurélie. C'est l'une des premières choses qu'on va faire sur le livre. Une fois la première correction terminée, on lui envoie le texte et elle s'occupe de mettre en page le texte. C'est ce qu'on appelle la maquette. La maquette se réalise sur InDesign, qui est un des logiciels de la suite Adobe. Il permet de faire de la mise en page, d'ajouter des images, de créer des styles de texte et puis aussi de créer des gabarits. Donc c'est tous ces éléments qui vont permettre de faire la mise en page du livre. Elle commence toujours par les premières pages, c'est ce qui va donner un petit peu la charte graphique du livre. Elle va souvent reprendre des éléments de la couverture par exemple pour mettre en page, mettre les images, ajouter le texte. Et une fois que la maquette est terminée, on renvoie tout pour une deuxième correction. Et une fois que ça c'est fait, le livre va être envoyé à l'imprimeur, on va recevoir un bon à tirer, on vérifie tout, une fois que c'est ok, on envoie tout en impression, on reçoit en général les justificatifs. Donc le justificatif c'est un exemplaire ou 2 ou 3 du livre, ça dépend des pôles, pour que nous en tant qu'employés on puisse continuer à travailler dessus. C'est notamment hyper important pour la com, pour qu'on puisse faire les photos, etc. Les livres, les stocks, ils vont partir dans un endroit où on les stocke, et après les livres vont être distribués dans les librairies ou sur les différentes plateformes. On a du coup également toute l'équipe commerciale qui va pouvoir gérer ça. L'équipe commerciale, elle va se charger de présenter les livres aux libraires, mais également de gérer les stocks qu'on va envoyer à des plateformes comme Amazon. Et puis une fois que les livres sont en librairie, il y a la date de sortie et puis après vous pouvez aller les acheter et ils tombent entre vos mains. Donc il y a évidemment toute l'équipe de direction également qui vont gérer les ressources humaines, puis les prises de rendez-vous avec la direction, des éventuelles réunions pour faire en sorte que ça se passe bien au sein de l'entreprise. Je suis aussi partie à la rencontre de Loli qui est également communicante. Bonjour Loli. Bonjour Twig. Donc Loli que vous retrouvez sur la page d'Alliance Magique. C'est ça. Qui fait le community management. Exactement. Facebook, Instagram et TikTok. Est-ce que donc toi, ton rôle c'est community manager, c'est chargé de com? Alors mon rôle à la base c'est chargé de com, donc vraiment de créer du contenu pour les réseaux et animer du coup ces réseaux là. En soi c'est quand même beaucoup de community management parce que mes missions principales c'est vraiment donc d'échanger avec la communauté et en plus du coup de répondre vraiment s'il y a des interrogations. Et dans un second temps c'est de définir toute la stratégie du coup pour le groupe en communication pour la partie ésotérique, donc Arcana Sacra et Danae aussi. Donc c'est vraiment des missions globales en soi. Dans l'ésotérisme, en tout cas dans la com que nous on fait, il y a beaucoup l'esprit de communauté. Et toi, est-ce que c'est dans tes objectifs principaux aussi de créer cette communauté et de l'entretenir? En fait c'est ça, quand je suis arrivée on m'a dit que on avait une communauté très éclectique dans le sens où on représente différents labels à la base, ne serait-ce que pour Arcana Sacra, Danae et au départ aussi Améthyste. Ce qui fait qu'on avait des gens qui consommaient l'ésotérisme d'une manière complètement différente. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai essayé de recentrer tout ça. Et j'ai surtout essayé de créer un vrai sentiment d'appartenance, surtout en se disant, voilà, je cherche un livre, ne serait-ce que soit à conseiller, ou soit c'est parce que je suis débutant, ou soit parce que j'ai vraiment aimé une lecture et je veux en parler. En fait, que les gens parlent d'abord de la maison d'édition plus que du livre en soi. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs d'Alliance Magique, groupe global? Ouais. La valeur principale, du coup, c'est l'humain. Comme je le répète depuis le début, pour nous, en fait, on fait des produits pour les gens, pour leur pratique et dans leur quotidien. En plus de ça, c'est vraiment l'idée de transmission. Pour nous, c'est important de faire des livres avec un but et qu'il y ait une vraie demande derrière. C'est des pratiques qui existent depuis des centaines d'années, des millions d'années, qui ont toujours été présentes et qui, en plus de ça, ont traversé les siècles. Notre but, c'est d'aller dans cette continuité-là, de récupérer ces travaux et de pouvoir les proposer au plus grand nombre. Donc c'est vraiment cette idée de transmission. Et en plus de ça, c'est le fait de faire partie vraiment d'une idéologie collective de faire le bien autour de nous, d'améliorer le monde.
Donc, tout simplement, nos livres ils sont faits avec conscience, on surproduit pas juste pour baisser les marges et les coûts. On propose nos livres à un prix accessible pour justement le plus de monde puisse se les procurer. On communique beaucoup aussi avec notre communauté pour répondre aux besoins des gens. Ici, on est dans des bâtiments de consommation, on fait attention aux énergies qu'on consomme. Donc vraiment, il y a cette idée globale de s'inscrire dans un cercle vertueux, on veut améliorer le monde dans lequel on est et à travers du coup nos produits et ce qu'on fait. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis aussi allée à la rencontre de Laura. C'est par elle que je suis passée la première fois pour avoir les informations pour mon stage, puisque avant tout j'étais influenceuse pour Alliance Magique. C'est par là que l'histoire a commencé. Du coup, nous sommes avec Laura qui est responsable influenceur, c'est juste? C'est ça. Je dis pas de bêtises. Pour Alliance Magique. Pour Alliance Magique. Et un peu d'Anae aussi. Enfin oui, c'est carrément d'Anae aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi tes missions en tant que responsable influenceur du coup? Le but, c'est de proposer aux influenceurs, sans surprise, des livres qui puissent autant leur plaire à eux et à leur communauté, pour que si le livre leur plaise, ils en parlent justement à la communauté, ils en fassent la promo, sachant que on ne donne pas de guideline aux influenceurs. Nous, ce qui nous intéresse chez Alliance Magique, c'est vraiment d'avoir le côté honnête de l'influenceur. Voilà, il n'y a pas de... je dis pas à l'influenceur, je t'envoie ce livre-là, mais il faut que tu me dises ça. Non. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir une revue honnête de ce qu'a pensé l'influenceur du livre que moi j'ai lu en voix. Non seulement tu démarches les influenceurs, t'as tout ce qui est côté envoi, oui, aussi. Je fais les cartes. Tout le côté humain. Oui, surtout. Mais franchement, c'est ce qui est le plus cool dans mon taf, c'est ça. Parce que alors, je ne suis pas un supermarché. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des maisons d'édition qui te disent voilà, on a ça qui sort ce mois-ci, tu veux quoi? Très sincèrement, ça m'intéresse pas. Parce que je préfère discuter justement avec l'influenceur, le connaître et aussi connaître sa communauté pour savoir ce qui va plaire à l'influenceur et sa communauté. Le service presse, c'est un échange de bons procédés entre la maison d'édition et l'influenceur. La maison d'édition, elle a besoin que l'influenceur fasse de la promo de son livre auprès de sa communauté. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une vraie communauté et une communauté qui réagit en fait à ce que vous postez à travers des likes, des commentaires. C'est ça moi surtout que je vais voir. Si j'ai un influenceur à 100 000 abonnés mais qui n'a que 100 likes par post, mais je lui dis non. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de communauté derrière, la communauté elle n'est pas engagée. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ces posts, ils ne sont pas vus, et moi je vous rappelle, j'ai besoin que les posts soient vus. C'est le but, voilà. Un échange de bons procédés. Et de bons procédés, voilà. Alors je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est avec cette plateforme-là que je travaille depuis le plus longtemps. Mais c'est pareil que ce soit YouTube, TikTok, voilà, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que votre communauté, elle est engagée ou pas, si elle réagit vraiment à ce que vous faites. Il m'est arrivé d'accepter des petits influenceurs qui avaient 300 abonnés, parce que quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je me suis dit, toi tu vas exploser. Alors, quand on fait une revue, il suffit pas de me dire, ah regardez comme il est beau le livre. Il est intelligent, le livre aussi, quelque part. Soit qu'il y ait une critique constructive, même si elle est dithyrambique. Enfin voilà, il faut pas juste me dire ah, il est trop bien, il est beau. Oui, mais pourquoi il est trop bien? On est toujours preneur de critiques constructives. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tes lumières. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Pour moi, c'est la fin du coup de l'aventure chez Alliance Magique, pour le moment en tout cas. Même si évidemment je reste une de leurs influenceuses et je reçois toujours leur service presse. Et c'est toujours un plaisir de vous parler de leurs ouvrages. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.